Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment créer une application iOS unique tout en conservant une superbe expérience utilisateur. Je vais te partager les recommandations officielles de Apple pour créer une app que tes utilisateurs adoreront utiliser. Moi, c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenu sur le sujet. Laisse un like au passage, ça aide beaucoup. Et sinon, si tu veux maîtriser les fondations de la création d'applications iOS, j'ai créé un cours gratuit, une série de 5 vidéos. Tu peux t'inscrire avec le premier lien dans la description de la vidéo. On va notamment créer une application de A à Z, donc surtout n'hésite pas. Et sinon, c'est parti, on y va juste après la petite intro. Et du coup, aujourd'hui, on va regarder cette vidéo de Apple, communique ton identité de marque sur iOS. Vidéo sortie lors de la WWDC 2026. Dans cette vidéo, on va notamment voir différents exemples sur des applications réelles qui existent, notamment ces 5 applications-là. Et donc, la première chose, c'est que tes utilisateurs s'attendent à utiliser une application iOS. Et donc, les applications iOS ont des comportements et des éléments par défaut qu'ils s'attendent à retrouver. Et depuis iOS 26 notamment, ça concerne la navigation. Ton application est divisée en 2 calques différents. On va avoir le contenu de notre application derrière et par-dessus, on va avoir nos différents contrôles, Liquid Glass. Et donc, il faut vraiment faire la distinction entre ces 2 éléments-là. Et donc, Apple nous recommande non pas de personnaliser notre application en ce qui concerne les contrôles, mais plutôt de le faire en ce qui concerne le contenu. C'est vraiment sur ce contenu-là qu'on va pouvoir rendre notre application unique et non pas forcément avec les contrôles qui vont se trouver par-dessus, qui vont plutôt rester basiques, natifs à iOS, avec Liquid Glass notamment. Si tu utilises ces composants-là, tes utilisateurs ne seront pas perdus, même si c'est la première fois qu'ils lancent ton application. Et donc nos contrôles, ils vont être divisés notamment en 2 parties principales. On va voir ce qu'on appelle en bas la tab bar qui va nous permettre de naviguer dans les différentes pages de notre application ou bien d'effectuer une recherche. Et en haut, on va avoir ce qu'on appelle la toolbar, la barre d'outils. Donc c'est ici qu'on va avoir nos différents boutons pour effectuer des actions sur notre appli. Ici, revenir sur la page d'avant et ici pour valider quelque chose. Et donc ces parties-là, Apple nous recommande de les laisser natives. Ne pas s'embêter à recréer ces éléments de nous-mêmes. Ils sont disponibles. On peut les utiliser ultra facilement. Et surtout, encore une fois, tes utilisateurs savent les utiliser parce qu'ils sont utilisés littéralement partout dans les autres applications. On a ici l'exemple d'une application qui s'appelle Gentler Streak, une application qui permet d'essayer de rester motivé dans une activité physique notamment. Et donc cette application, elle a une identité unique malgré le fait qu'elle utilise les contrôles natifs. On peut voir notamment la tab bar en bas et la toolbar en haut. Ce qui la rend unique ici, ça va être vraiment son contenu, donc ce qui se trouve au milieu de notre application. Donc quand l'utilisateur lance cette application, il sait directement comment l'utiliser. Il sait en bas qu'il peut naviguer dans les différentes pages en appuyant sur les différentes tabs, il sait qu'il peut revenir en arrière avec ce bouton qu'il connaît bien, etc. L'utilisateur n'a vraiment pas besoin d'apprendre à se servir de l'application, il sait le faire instinctivement. Et en ce qui concerne le contenu, sinon on va pouvoir aussi utiliser des composants natifs là aussi, directement intégrés à SwiftUI. On a ici notamment une grid view qui permet d'afficher des éléments sous forme de grille, et sur le côté on a des différentes sections. Donc ça c'est l'exemple de l'application Apple Music. Et donc ces différents éléments, même s'ils sont natifs, ils sont hautement personnalisables. Malgré ça, parfois les composants natifs ne vont pas suffire à faire ce que l'on désire. Ça va pas vraiment forcément tout le temps nous permettre d'ajouter les choses dont on a besoin dans notre application. Ici on a l'application Slack et donc ici ils ont créé cet élément là qui permet d'avoir plus d'informations si on appuie dessus sur un channel. Mais malgré que ça soit ici un composant créé de toutes pièces, quand on va cliquer dessus, ça va quand même ressembler à quelque chose de natif. Voilà, avec cet effet Liquid Glass comme ça qui s'ouvre. Donc ici, même si c'est quelque chose qui n'existe pas de base, l'utilisateur ne sera pas perdu quand même. Ici, on a un exemple d'une autre application qui s'appelle Moonlit. Et ça permet de traquer le cycle de la Lune, notamment pour prendre des photos. Et donc ici, on a une interface relativement simple. Donc on n'a pas de tab bar en bas pour naviguer entre différentes pages. On a une seule page. Et donc on peut voir ici qu'ils utilisent notamment le design Liquid Glass, bien sûr. Que ce soit en haut dans la toolbar ou bien en bas ici même. Donc ils utilisent bien le langage de Apple. Et donc ici, on peut voir en bas qu'ils ont eux aussi créé un élément, un composant personnalisé, mais qui va quand même utiliser les codes de Apple. Quand on va cliquer dessus, ça va permettre d'ouvrir une page comme cela avec des petits effets Liquid Glass par-ci par-là. Ici on a une tab bar et on a donc différents éléments qui sont voilà avec un effet Liquid Glass là aussi. Donc voilà, c'est vraiment sous tous ces aspects-là qu'on va pouvoir rendre notre application unique. On va utiliser les composants natifs autant que possible pour pas que l'utilisateur soit perdu et après quand c'est nécessaire, on va créer nos propres composants tout en conservant à l'intérieur les codes de Apple. Ici quand on va appuyer sur le calendrier en bas à droite, ça va ouvrir une petite fenêtre là aussi personnalisée et ici voilà, on conserve
des bords arrondis qui vont suivre le bord de l'iPhone avec la petite toolbar en haut pour fermer, etc. Donc ici, ils ont vraiment créé des vues personnalisées précisément pour les choses qui n'existent pas, mais pour les choses qui existent, ils n'ont pas réinventé la roue. Par exemple, ici, pour le contexte menu, quand on va appuyer dessus, ça va ouvrir le composant natif contexte menu de SwiftUI. Pas besoin de réinventer ça, pas besoin de le recréer vu que Apple l'a déjà fait pour nous. Et donc ici, on va pouvoir là aussi personnaliser grandement les choses à l'intérieur, ajouter des petites icônes, on va placer les choses un petit peu comme on veut, par section, etc. Et donc voilà, ici, ça ne sert à rien de faire par exemple cela, de recréer les choses de zéro si ça existe déjà. Déjà, ça fait perdre du temps, puis en plus de ça, l'utilisateur connaît les composants natifs encore une fois, et donc si on crée quelque chose de nouveau, il va pas forcément savoir comment trop l'utiliser directement. Il y aura plus de friction de ce côté-là. Là, ils le disent clairement, noir sur blanc, il faut construire nos applications sur ce que les utilisateurs connaissent déjà. Donc ça, c'était pour toute la partie composants de notre appli. Maintenant, on va parler plus particulièrement du contenu. C'est sur le contenu de l'application qu'on va pouvoir la rendre unique. On a un exemple ici de l'application Crumble où ils ont directement mis une grande vidéo comme ça sur la page d'accueil. Donc c'est vraiment très joli. Ils utilisent ici une vidéo pour mettre en avant les parfums de la semaine. Donc là, ils n'utilisent pas une vidéo générique, ils utilisent une vidéo qu'ils ont créée sur mesure, une vidéo qui va changer chaque semaine. Et donc quand on va intégrer du contenu sur notre application, il faut être sûr que ça va être du contenu qui va être utile derrière. C'est pas juste pour que ça fasse joli. Ici, c'est pour vraiment attirer l'attention sur les parfums de la semaine encore une fois. Au niveau du contenu de cette application qui permet de voir les phases de la lune, là le contenu, ça va concerner ce petit élément 3D qui va pouvoir bouger, voilà, par rapport à la lune. C'est vraiment ça qui va être personnalisé et qui va rendre l'application unique. Ce qui va pouvoir rendre notre application unique, ça va être les mots qu'on utilise à l'intérieur. Les mots qu'on utilise dans nos textes, dans nos titres, vont nous permettre de transmettre un mood, transmettre un sentiment à l'utilisateur quand il va utiliser l'application. Si on a envie que notre application soit fun à utiliser, on va utiliser des mots précis. Au contraire, si on a envie que les utilisateurs ressentent un sentiment, voilà, de confiance, qu'ils se sentent en sécurité en utilisant notre application, on va utiliser des mots différents. Donc les mots, c'est vraiment ultra important pour passer une émotion. Et du coup, les mots qu'on va utiliser, ça va dépendre de l'application en question. On va pas utiliser les mêmes mots dans une application de méditation par rapport à un jeu arcade. Sinon, on va pouvoir rendre notre application unique avec ces animations et ces transitions qui sont à l'intérieur. Dans l'application de recettes du New York Times, on peut voir ici en haut qu'on a un espace commentaire et donc voilà, on a une petite animation. On a l'espace commentaire qui grandit quand on appuie sur le bouton à partir de ce bouton justement. Donc ça aussi, c'est quelque chose de natif à SwiftUI, on peut le créer ultra simplement. Là, dans cette autre application, on va avoir des animations qui vont s'activer quand on va swiper, et là aussi pour attirer l'attention sur des choses précises, sur des datas. Voilà, on a quelques petits exemples comme on peut voir, c'est vraiment très sympathique, très joli. Attention par contre à faire en sorte que l'application reste fluide, il va falloir la tester pour pas que trop d'animations fassent saccader l'application, il va falloir vérifier que ça marche bien sur tous les appareils. Les animations, voilà, ça va vraiment nous permettre d'enrichir notre application et de la rendre satisfaisante à utiliser. C'est un aspect vraiment très important là aussi. Maintenant, on va parler d'une autre manière de différencier notre application, ça va concerner les couleurs que l'on va utiliser à l'intérieur. Déjà, avant iOS 26, certains développeurs faisaient cela. Pour la toolbar en haut et la tab bar en bas, ils mettaient vraiment une couleur unique, comme on peut le voir ici. Et donc maintenant, à partir d'iOS 26 et du coup iOS 27 et au-delà, on va plus faire cela de cette manière. On l'a vu, on a des nouveaux composants, SwiftUI, Liquid Glass, tout ça. Voilà la nouvelle version ici qui permet de mettre en avant le contenu qui se trouve sous les contrôles. Nos contrôles, ils sont toujours là, mais ils empiètent pas visuellement sur le cœur de l'application qui est son contenu. D'où l'importance d'utiliser des composants natifs encore une fois. Apple nous recommande ici d'utiliser nos couleurs non pas sur la toolbar, la navbar, même si on a quand même un petit peu de couleur, on peut le voir, mais vraiment si on met de la couleur, on va pouvoir le faire à l'intérieur du contenu, comme c'est le cas ici et là dans ces différentes cartes. Attention quand même à pas utiliser trop de couleurs différentes, parce qu'après l'interface pourra être distrayante. Si on a trop de couleurs, l'utilisateur pourra être perdu, ça va attirer son attention partout, là où c'est pas forcément nécessaire. Dans les applications, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle une accent couleur, une couleur d'accent. C'est une couleur unique qu'on va choisir qui va se retrouver dans toute notre application. Par exemple sur Slack, ça va être ce violet là, et donc cette couleur va être utilisée à plusieurs endroits, notamment sur les boutons d'action de contrôle, en bas dans la tab bar pour voir quelle tab est sélectionnée, sur ces petites pastilles ici et là. Donc ici la couleur est utilisée pour montrer qu'est-ce qui est important et surtout avec quoi on peut interagir, qui concerne notamment ici par exemple l'action principale qui va avoir la couleur violette, contrairement aux actions plus secondaires comme par exemple ici la recherche qui va rester en blanc transparent parce qu'on ne veut pas forcément mettre ici dans cette application l'accent sur cela. Donc Slack, ils ont choisi ici de mettre une barre colorée en haut, mais malgré ça, quand on va swiper après dans notre application, cette couleur va disparaître, comme on peut le voir ici même. Cela encore une fois pour pouvoir avoir un maximum de visuel sur le contenu. Dans une application, il va être aussi important de personnaliser le dark
dark mode pour utiliser des couleurs qui sont moins flashy pour quand on va utiliser notre application la nuit notamment. Et l'avantage encore une fois d'utiliser les composants natifs, c'est que eh bien, tout ça va pouvoir s'adapter automatiquement sans avoir besoin de faire du travail supplémentaire. Les différents boutons, la navbar, la tab bar, la couleur de fond, tout ça va pouvoir se mettre automatiquement en light mode, en dark mode, et aussi les couleurs des textes qui vont changer automatiquement sans travail supplémentaire. D'où l'avantage de créer des applications natives Apple. Donc pour résumer un petit peu tout ce qui concerne les couleurs dans tes applications, il va falloir utiliser la couleur avec parcimonie juste pour attirer l'attention sur ce qui est important, sur les boutons sur lesquels on peut cliquer pour voir qu'est-ce qui est sélectionné, etc. On va éviter de mettre trop de couleurs différentes partout pour pas perdre l'attention de la personne. Maintenant, on va parler de la typographie, notamment ce qui va concerner la police d'écriture qu'on va utiliser. Donc à savoir qu'on peut tout à fait utiliser une police d'écriture totalement personnalisée. On peut créer notre propre police, comme l'a fait l'application Crumble. Ils ont créé la police Crumble 100, mais franchement c'est totalement overkill, c'est beaucoup trop. Dans le lancement d'une application, ça va être totalement inutile et une perte de temps de créer sa propre police. On va pouvoir faire ça bien plus tard, quand l'application a des utilisateurs, qu'on a envie de renforcer l'image de marque. À ce moment-là, peut-être ça vaut la peine de créer une police, mais on verra ça bien plus tard. Donc ça c'est pour la création d'une police vraiment 100% personnalisée de zéro, mais à savoir qu'on va pouvoir importer des polices qui existent comme ça, des polices libres de droit ou qu'on va pouvoir acheter. Mais dans ce cas-là, on va vouloir veiller à ce que les polices puissent s'adapter en fonction des paramètres d'accessibilité de l'appareil. Dans les paramètres d'accessibilité, on peut activer une option pour mettre les textes plus ou moins grands, et donc il faut que la police puisse s'adapter et fonctionner avec ça. C'est quelque chose de très important, l'accessibilité. Donc on peut voir que Crumble, ils l'ont fait, ils ont sûrement les moyens de pouvoir créer leur police qui s'adapte, etc. Mais sinon, le plus simple reste quand même d'utiliser la police de Apple qui s'appelle San Francisco. Si on ne change pas la police par défaut sur notre application, ça va être la police San Francisco Pro, mais on a d'autres variantes qu'on va pouvoir utiliser ultra simplement qui sont directement intégrées dans SwiftUI. On a SF Compact, SF Mono, on a la police Serif. Donc en utilisant ces différentes variantes qui sont directement disponibles, on va pouvoir quand même rendre notre application unique tout en utilisant les choses de Apple. Donc ça va être beaucoup plus simple à faire, notamment pour une application qui débute. On peut le voir ici dans cette application, ils ont utilisé différentes polices de Apple. On a SF Pro Rounded en haut ici pour du texte arrondi, aussi pour les différents chiffres. Sinon ils utilisent la police normale SF Pro dans une épaisseur régulière ici, et plus bas ils utilisent la même SF Pro mais avec une épaisseur plus light. Donc ici ils ont joué vraiment avec les polices par défaut, mais voilà, quand même avec ça on peut faire des choses sympathiques en variant les plaisirs, en variant les différentes polices, les tailles d'écriture. Donc voilà, c'est vraiment ce que je te recommande de faire dans ton application au début. Et maintenant pour finir, on va parler de l'iconographie. Ça va concerner notamment nos différentes icônes qu'on va pouvoir utiliser dans notre application. Dans l'application New York Times Cooking, eux ils ont utilisé leur propre police d'écriture, mais bien sûr voilà, c'est le New York Times, ils ont le budget pour faire leurs propres icônes, pour embaucher des designers, pour acheter des packs, etc. Nous ça va pas forcément être le cas au début, donc on va pas forcément faire cela. Pour une application qui débute, on va préférer utiliser les SF symboles de Apple. SF pour San Francisco, donc San Francisco symbole. On a une application qu'on peut télécharger sur le Mac, et donc actuellement on a plus de 7000 symboles de disponibles. Du coup franchement il y a de quoi faire. Dans 99,9% des cas, tu auras l'icône dont tu as besoin à l'intérieur, et après c'est utilisable ultra facilement. Tu as juste à trouver le nom de l'icône. Par exemple cette icône là, son nom va être Pencil, et donc dans ton code tu auras juste à écrire image entre parenthèses entre guillemets Pencil, le nom du symbole pour utiliser le symbole. C'est ultra simple et rapide, et en plus ça va s'adapter aux différentes tailles de police d'écriture, aux différentes épaisseurs. On va pouvoir ajouter des animations. Il y a énormément de choses qu'on peut faire nativement avec les SF symboles, et donc voilà, je te recommande vraiment de les utiliser dans 99,9% des cas. Pas besoin de s'embêter à importer des symboles personnalisés, surtout au début d'une application. Le seul moment où on va vouloir importer des icônes en dehors des SF symboles, ça va être si on a vraiment une icône ultra spécifique qui n'existe pas ici. Et voilà, la plupart du temps les SF symboles ça suffira. Apple nous recommande aussi d'utiliser bien sûr les symboles qui sont connus par les utilisateurs sur les différentes plateformes, notamment sur iOS. Pour le bouton de partage, on va utiliser ce symbole là. Contrairement au Android, ça sera plus ce symbole là, et pour le web ça sera celui-là. Donc si tu as plusieurs versions de ton application, il va falloir veiller à utiliser les bons symboles sur les bonnes plateformes. Là aussi, pour que les utilisateurs ne soient pas perdus, il faut utiliser ce qu'ils connaissent. Maintenant, en ce qui concerne les logos, dans l'application New York Times Cooking, là ils ont mis discrètement leur petit logo, puis après derrière quand on va swiper il va totalement disparaître, donc ça reste vraiment ultra discret. Et donc ça c'est vraiment spécifique pour le New York Times. Ils ont un logo qui est connu par les Américains pour la plupart, et donc ici ça vaut peut-être la peine de le mettre, mais la plupart du temps on va pas avoir besoin de mettre des logos à l'intérieur de notre application. On va pas avoir besoin de remettre l'icône de l'application dans l'application. On n'a pas besoin de rappeler à l'utilisateur dans quelle application il se trouve, sinon ça va ajouter potentiellement de la lourdeur inutilement. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a vu un petit peu comment personnaliser une application sans compromettre l'expérience utilisateur. C'est quelque chose de ultra important. Pour résumer, on va pour la navigation
ont préféré utiliser des composants natifs, notamment pour la tab bar, pour les contrôles ici dans la toolbar. Quand on va vouloir vraiment rendre une application unique, on va plus faire ça en ce qui concerne le contenu de l'application, notamment avec des images, des visuels uniques, des couleurs, des polices d'écriture. Donc c'est quelque chose d'ultra important à comprendre pour avoir une bonne expérience utilisateur, encore une fois, sur les appareils de l'écosystème Apple, notamment ici sur iOS. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, n'oublie pas de t'inscrire à mon cours gratuit, premier lien en description de la vidéo pour créer une application avec moi de A à Z pour t'apprendre des solides fondations dans le domaine. Et du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!